Merci à tous pour votre présence ce matin pour ce webinaire, pour cette session d'inspiration autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est la 5e session que nous organisons. Le but est vraiment, voilà, de vous inspirer, de vous faire aussi réfléchir sur ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter, sur ses enjeux, ses opportunités, etc. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Ingrid Février, qui est CEO de Convidencia, qui est une entreprise, mais elle expliquera bien sûr mieux que moi, j'imagine, en introduction, voilà, qui accompagne les entreprises, mais pas que, je pense les écoles aussi, notamment, voilà, dans toute leur transformation et dans tout ce qui est gestion du changement. Et elle s'est notamment formée aussi à l'intelligence artificielle, mais je la laisserai présenter ça plus en détail. Avant cela, je voudrais juste vous signaler, donc c'est une organisation euh, conjointe, voilà, de plusieurs programmes de Digital Wallonia, donc la stratégie numérique wallonne, donc les programmes Digital Wallonia, Foréailles, organisation numérique et leadership numérique, avec Héloïse Leloup là, qui est dans la salle et qui est voilà, représentante de ces programmes organisation et leadership numérique. Euh, pour ma part, donc, je suis responsable du programme Digital Wallonia Foréailles, qui a pour objectif d'accélérer l'adoption de l'IA sur le territoire wallon et de développer tout l'écosystème, voilà, à travers toute une série d'initiatives qui visent notamment à la sensibilisation, à travers aussi des dispositifs d'aide aux entreprises et organisations, à travers de la formation, à travers aussi des liens avec la recherche et avec tous les partenaires de l'écosystème. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site. Vous pouvez le faire avec le QR code. Et puis, je laisse la parole à Héloïse pour dire peut-être quelques mots sur organisation numérique. Oui, donc ça fait maintenant 3 ans qu'à l'Agence numérique, on développe des programmes et des actions visant à accompagner finalement les organisations, qu'elles soient entreprises, administrations, publiques, écoles, etc., à l'accompagnement finalement des changements et des défis humains qui sous-tendent la transformation numérique, en ce compris l'intelligence artificielle. Et une des actions phares pour le moment sont les ateliers leadership numérique. Donc, c'est des ateliers de sensibilisation finalement pour impulser et accompagner les défis humains qui sous-tendent la transformation numérique. Donc, je vais vous mettre aussi également dans le chat l'Eventbrite qui reprend différents ateliers auxquels vous êtes évidemment tout à fait invité à participer si vous le désirez. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et donc, n'hésitez surtout pas voilà, à nous contacter si vous voulez plus d'infos voilà, sur ces programmes-là. Je vais passer maintenant la parole à Ingrid. Avant cela, je vous demanderai juste de bien éteindre vos micros pendant la session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le chat. Il y aura un moment de questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà, donc on va essayer de regrouper aussi les questions et les thèmes pour les poser à Ingrid en fin de session. Voilà, merci à tous et Ingrid, je te laisse la main. Merci beaucoup. Je pensais que les ateliers que vous organisez avec le leadership numérique sont totalement complémentaires à ce que je vais expliquer. Et je n'arrive pas à partager mon écran. Je n'y arrive plus. Ah, voilà, je l'ai. Décidément, ça va marcher. on passera. Est-ce que ça fonctionne? Super pour moi en tout cas. Nickel, super. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'intelligence artificielle au service des organisations. Je m'appelle Ingrid Février, donc comme Émilie l'a expliqué, je travaille chez Convidencia, je suis managing partner chez Convidencia. Et chez Convidencia, je suis aussi senior consultante et j'ai vraiment développé un dada pour tout ce qui est l'intelligence collective augmentée. Et donc, l'intelligence collective augmentée, c'est l'intelligence collective humaine d'un côté, mais artificielle de l'autre aussi. Et en fait, Convidencia, qui on est une société de conseil en management. Et on aime beaucoup travailler sur la maturité, l'efficacité et la robustesse des équipes pour leur permettre de se réinventer. Alors, je ne suis pas toute seule, hein. On existe depuis 15 ans. On est déjà intervenu dans 250 organisations. Vous voyez, c'est du multisecteur. Et on ne fait pas que de l'intelligence artificielle, on fait plein d'autres choses aussi. Je vous expliquerai quelques outils qu'on utilise aussi.
Alors aujourd'hui, on va voir le contexte général, les enjeux de l'intelligence artificielle, mais aussi son importance dans la stratégie d'entreprise, avec le lien avec la gestion de projet, mais surtout avec le rôle de l'humain et le rôle du changement, et quels sont les axes majoritaires par rapport à l'IA. Alors, tout ça, ça a l'air très didactique. Ce que je vais essayer avec vous aujourd'hui, c'est vraiment un peu de démystifier l'intelligence artificielle. Je voudrais vraiment qu'à la fin du webinaire, ça vous semble simple. Alors, après la conférence, j'adorerais que vous ayez l'impression d'avoir tout compris. Bon, ça sera totalement faux parce que ça évolue tout le temps, mais néanmoins, j'ai vraiment envie de vous donner les clés essentielles pour que vous compreniez à quel point certains disent qu'on parle ici de l'invention de l'ampoule. Je ne vais pas aborder les côtés techniques de l'intelligence artificielle. Bon, je suis juriste de formation, donc je ne prétends pas vous expliquer toute la technicité de l'intelligence artificielle, mais plutôt son implémentation stratégique, sa plus-value dans les organisations, mais aussi ses limites. Et on n'est pas toujours bien conscient des limites qu'on va avoir dans l'implémentation d'une intelligence artificielle dans une organisation. Alors, dans le chat, j'aurais aimé que vous me disiez un petit peu où vous en êtes. Qui d'entre vous n'a aucune connaissance de l'intelligence artificielle? Il y en a de moins en moins. Est-ce qu'il y en a qui sont inquiets encore par rapport à l'intelligence artificielle? Et qui d'entre vous a déjà implémenté une intelligence artificielle dans une entreprise? Plusieurs lèvent la main, n'hésitez pas à peut-être écrire vos réponses dans le chat, ce sera peut-être Oui, plus facile à gérer. comme ça, on peut conserver la donnée aussi. Alors en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'un outil. Et je fais référence ici au professeur Malone du MIT qui disait l'intelligence artificielle, ce sont des machines qui agissent d'une manière qui stimule l'intelligence. Et c'est très intéressant d'avoir cette vision d'outils, de machines. Hein, quand on parle d'intelligence augmentée, eh bien, c'est une machine, un outil qui vient augmenter l'intelligence humaine à condition qu'elle soit utilisée de la bonne manière. Et si on reprend un peu d'histoire, vous connaissez tous, hein, on en a beaucoup parlé de Alan Turing, le fameux mathématicien avec son fameux test de Turing, qui est un test qu'il a développé pour permettre de vérifier la capacité d'une machine à faire preuve des signes d'intelligence humaine. C'est vraiment les balbutiements de l'intelligence artificielle. Et puis en 1956, on a considéré que l'intelligence artificielle pouvait devenir un domaine scientifique. Et donc, il y a la recherche scientifique qui s'est penchée sur tout le domaine de l'intelligence artificielle. Dans les années 60 et en 1965 notamment, les propos qui étaient tenus étaient bien d'ici 20 ans, des machines seront capables de faire le travail de n'importe quelle personne. On a vu entre-temps qu'on en était loin, puisqu'entre-temps, on est tombé dans ce qu'on a appelé l'hiver de l'intelligence artificielle, où il y a une grande réduction des financements. La tension était forcément ailleurs, et puis on pensait que ça n'était pas aussi prometteur que ce qu'on pensait à la base. Dans les années 80, de nouveau, il y a certains succès qui sont engrangés par des systèmes experts, mais dans des domaines bien, bien précis. Et donc, on a relancé à ce moment-là la recherche scientifique. Et puis, à partir des années 90, explosion. On arrive dans ce qu'on a appelé le data mining. Le data mining, c'est le processus d'analyse de volume massif de données. On a eu les diagnostics médicaux qui ont débuté avec lecture de radio, notamment, on utilise encore maintenant, mais ça va beaucoup plus loin. La fameuse loi de Moore qui dit, Moore prédisait qu'il allait y avoir une croissance exponentielle de la puissance des ordinateurs et que donc on allait pouvoir couvrir et traiter énormément de données. Et puis on a eu le Deep Blue d'IBM qui a battu Garry Kasparov aux échecs et donc ça a fait un petit peu peur. Hein.
Et puis, dans les années 2000, l'intelligence artificielle est devenue un enjeu éthique de société. Et ça n'a été que le début à ce moment-là. Et je vais y revenir un petit peu. On arrive sur différentes vitesses entre le développement de l'intelligence artificielle et le développement des règles éthiques qui sont censées accompagner l'utilisation de cet outil, qui n'est rien d'autre qu'un outil. Puis on a eu en 2010 plein de choses qui se sont développées. Watson a battu en 2011 deux des plus grands champions de Jeopardy. On est arrivé dans du machine learning et puis du deep learning et ça a fait une différence fondamentale par rapport à notre rapport à la machine. Dans le temps, la problématique, c'était d'avoir des cerveaux humains bien faits pour conceptualiser des systèmes. Et ici, avec le machine learning et le deep learning, l'enjeu, c'était vraiment d'avoir un nombre de données à traiter suffisantes pour permettre l'apprentissage de ces machines. Et vous voyez tout de suite la difficulté, parce que alors je ne vous parle même pas du GDPR, du fait que nos données, elles étaient développées autour d'applications et donc pas nécessairement connectées entre elles. Et donc, ça donnait un vrai défi par rapport à la manière dont on allait gérer ces données de manière transversale, transdépartement, transapplication, comment on donnait à ces intelligences artificielles les données dont elles avaient besoin pour apprendre. Et puis, 2022, ChatGPT, tout le monde connaît ChatGPT, hein, le prototype d'agent conversationnel qui utilise cette intelligence artificielle. Il a été développé par OpenAI, maintenant on est déjà à la version 4, et spécialisé dans le dialogue. Tiens, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un compte chez ChatGPT? Vous pouvez répondre dans le chat ou lever la main. Alors, ce qui est amusant chez ChatGPT, c'est que cet agent conversationnel, c'est un modèle de langage, mais qui est affiné d'une part par apprentissage supervisé, donc par l'être humain, et en même temps par apprentissage par renforcement, donc en fonction de ce qu'on va lui donner comme données. C'est vraiment les deux qui vont être mis en même temps pour permettre à cette machine d'évoluer un maximum. Après, il y a où en est-on? Et j'ai envie de vous dire où en est-on aujourd'hui à cette heure-ci? Parce que ça se développe très vite. Il y a de nouveaux types d'intelligence artificielle qui sortent quasi tous les jours. On a une centaine de large language models pour le moment qui existent sur le marché, indépendamment de ChatGPT. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut déjà faire. Je le disais tout à l'heure, on va comprendre les radios mieux que les médecins. Alors, attention d'en comprendre. Comprendre ne veut pas nécessairement dire interpréter. Et on va y revenir sur l'intelligence artificielle augmentée. Mais il est clair qu'en ayant accès à des tas et des tas de données, des tas et des tas de radios qui ont déjà été analysées dans le temps, les intelligences artificielles vont très vite pouvoir identifier où se situent les problématiques. À condition, bien entendu, de nouveau, c'est tout le débat, d'avoir accès à un maximum de données. Et donc, on a des problèmes aussi qui sont des problèmes législatifs. Et donc, par exemple, si vous prenez au Canada, la loi dit que, en fait, ce type de données sont publiques, sauf si vous demandez expressément qu'elles ne le soient pas. Et donc, c'est tout à fait le contraire de chez nous, où voilà, on a le GDPR, mais on a aussi la loi sur les droits des patients. Et donc, il faut demander des autorisations pour pouvoir mettre ce type de données médicales dites sensibles dans des bases de données qui pourraient être interprétées par des intelligences artificielles. Mais ça veut dire très concrètement qu'on se retrouve dans du développement à deux vitesses par rapport à ce que l'intelligence artificielle pourrait apporter. Alors, je laisse ici de côté les débats éthiques. Mais vous voyez que déjà, on parle souvent de débats éthiques, mais ce sont aussi de grands débats législatifs. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que ça veut dire que, en fait, pour être tout à fait honnête, le RGPD fait en sorte qu'au niveau de l'Europe, on ne va pas nécessairement être concurrentiel par rapport à l'accès à ces bases de données. Alors, on peut conduire des voitures. Alors, les voitures autonomes, elles sont prêtes depuis très longtemps, hein. La seule raison pour laquelle elles ne sont pas encore sur le marché et qu'on ne les voit pas partout, c'est pour des règles éthiques qui, elles, ne sont pas encore prêtes. Alors, je rencontrais dernièrement une professeure à l'université de Lille, un professeur d'éthique, qui était une spécialisation à la faculté de droit et qui fait partie d'un collectif avec des religieux de tous bords, d'autres juristes, etc., d'un collectif mondial
chargée de se pencher sur ce type de règles éthiques par rapport à l'intelligence artificielle. Et elle m'expliquait la difficulté. En fait, on parle de règles éthiques, mais en fait, c'est la paramétrisation des véhicules. Imaginez, vous avez un véhicule autonome qui se retrouve dans une situation de danger et qui doit choisir entre, eh bien, je vais protéger les habitants de l'habitacle et quitte à renverser des humains à l'extérieur, ou je vais prendre le mur pour ne pas renverser les humains à l'extérieur, mais alors je ne protège pas les habitants de l'habitacle, ou ben, je vais voir si c'est des vieilles personnes, ou si c'est une femme enceinte, ou s'il y a des enfants en bas âge, ou si c'est quelqu'un qui a l'air malade. Enfin, vous voyez le genre de développement qu'on peut avoir derrière tout ça et comment on va paramétriser tout ça. Donc, c'est ultra complexe. Ce sont des discussions qui durent depuis des années. Et je ne vous cache pas que les dernières tendances sont de dire bah, on va laisser le choix au propriétaire de la voiture. Bon ou mauvais choix, je n'en sais rien, ça, c'est à voir. Mais c'est pour des raisons d'éthique qu'on ne les a pas encore sur le marché. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup ça, mais on a beaucoup de jeux vidéo qui sont ultra complexes avec des intelligences artificielles où on se retrouve vraiment dans des réalités virtuelles avec casque, etc., qui sont très, très bien définies. On a des intelligences artificielles qui vont aussi faire de la musique. Alors, créer de la musique. Créer de la musique, on peut dire, crée-moi un type de musique qui ressemblerait à tel ou tel auteur ou compositeur, mais qui n'est pas exactement le même morceau. Et on va reconnaître un petit peu la patte de la personne. Alors, ça peut être la patte de la personne, ça peut même aller jusque la voix de la personne qui va être imitée. Vous savez qu'il y a aussi ces intelligences artificielles qui vont refaire des vidéos où on veut dire un petit peu tout et n'importe quoi, qui vont faire bouger vos lèvres, etc., de manière tout à fait plausible, mais tout d'un coup, vous allez vous mettre à parler du mandarin ou d'autres langues. Donc, on peut faire énormément de choses avec ça. Idem sur la création de toiles. Alors, on va créer des toiles à la Rembrandt ou à la Van Gogh ou d'autres grands auteurs connus. Et les experts vont vraiment avoir du mal à identifier la falsification ou des différences. Donc, c'est des toiles neuves, donc, mais basées sur toutes les données que l'intelligence artificielle aura récupérées et elle va pouvoir créer quelque chose de tout à fait nouveau, mais tout à fait dans le style de l'auteur. Donc, c'est assez impressionnant. Et je pense que c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens aussi, c'est mais où est encore la réalité par rapport à ce qui est créé par l'intelligence artificielle. On a des intelligences artificielles qui voient à travers les murs aussi. Et ça peut être intéressant aussi pour les systèmes de surveillance. Et puis, on va avoir des intelligences artificielles qui vont imaginer une partie manquante d'une photographie. Vous vous imaginez ce qu'il y a derrière pour arriver à faire ça en termes, de nouveau, de gestion de données. Donc, c'est sur base de captation de données que l'intelligence artificielle va imaginer ce qui manque. Et en général, c'est tout à fait exact. Donc, c'est très intéressant aussi. Alors, c'est utilisé beaucoup au niveau de l'armée et des services militaires, mais pas que. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça aussi. Puis, on en parlait tout à l'heure, OpenAI, ChatGPT, qui nous permet d'interagir de manière pertinente avec l'être humain. Et donc, il y a ce côté, il y a ChatGPT gratuit, puis il y a ChatGPT qui est sur le net directement. C'est un modèle de langage qui a été développé donc, par OpenAI et qui a été entraîné sur un grand corpus de textes en ligne. Et son idée, c'est qu'il va prédire le texte suivant en utilisant les contextes précédents. D'où l'importance de faire des bons prompts et donc de préciser les contextes précédents d'une bonne manière, et d'où aussi les choses parfois un petit peu rigolotes que ChatGPT peut nous sortir parce qu'il n'a pas ce sens commun. D'ailleurs, aucune intelligence artificielle n'a ce sens commun. Si vous lui dites ma vache est malade, elle pond des œufs, que dois-je faire? Et bien, il va vous expliquer pourquoi ce qu'il faut faire pour que la vache ponde plus d'œufs, moins d'œufs, etc. Il n'a pas ce lien avec le fait que les vaches ne pondent pas d'œufs. Et donc, c'est assez rigolo de faire ça, mais ça veut dire très concrètement que si vous voulez que ChatGPT vous aide de manière tout à fait correcte, eh bien, il faut veiller à ce que les datas que vous introduisiez, vos questions, votre contexte, etc., soient le plus juste et soient le plus précis possible. On a aussi, je vous le disais tout à l'heure, voilà, beaucoup de large language models
On est à une centaine, un petit peu plus, qui font un peu tout ça aussi. Et donc, mon point, c'est, on peut se dire que c'est bien, on peut se dire que c'est pas bien, on peut en avoir peur, on peut être terrorisé, on peut se dire, mon Dieu, et où on va? Et mon Dieu, moi, je ne veux surtout pas entendre parler de ça. Néanmoins, l'intelligence artificielle, elle est déjà omniprésente, ici et maintenant. Bêtement, tous vos smartphones, ils intègrent l'intelligence artificielle. Alors pour les photos, mais pour plein d'autres choses aussi. Vous avez tous le Dis Siri qui va se déclencher, d'ailleurs voilà, non merci, qui va se déclencher si vous dites des mots en i, hein. Donc c'est une technologie qui est devenue un standard de l'industrie. Et dans beaucoup d'outils qu'on va retrouver en entreprise, il y a des technologies en standard de l'industrie. Mais ce sont des intelligences artificielles qu'on appelle intelligence artificielle étroite. On va avoir des intelligences artificielles larges où on va voir à quel point le rôle de l'être humain est fondamental. Alors, justement, je vous montre tout ça. J'ai balayé très, très vite parce qu'il y a plein de choses qui existent. Si ça vous intéresse, tous les jours, vous pouvez aller sur Internet et demander coucou, quelles sont les dernières intelligences artificielles qui sont sorties? Et vous allez avoir toutes des explications sur ce qui est sorti, ce que ça permet de faire. Il y en a une qui fascine mes enfants, qui va bientôt sortir. C'est une intelligence artificielle qui crée des petits films. Et donc, c'est très drôle. Vous pouvez dire, ah bien, mets-moi une fée avec des grandes ailes et des longs cheveux devant un vieux château ancestral, et boum, l'intelligence artificielle va créer l'image. Et vous pouvez expliquer le scénario du petit film, les images que vous voulez et tout. En fait, vous pouvez devenir producteur, réalisateur vous-même sur base de l'IA. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors, la question qu'on se pose, et c'est pour ça que vous êtes ici, c'est, oui, d'accord, c'est bien tout ça, mais et le rôle professionnel de l'homme dans les années qui viennent? Parce que quand on voit tout ce que l'intelligence artificielle sait faire, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Et je ne vous cache pas que c'est une question qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, hein. Beaucoup d'encre, ou beaucoup de touches de clavier. Et en même temps, sans être extrêmement optimiste ou naïve, c'est pas la première fois que l'environnement global de travail change de manière complètement radicale. L'industrialisation, par exemple, nous a démontré nous a démontré la capacité de l'être humain à créer, à imaginer de nouveaux emplois qui permettent alors le fonctionnement de nouveaux paradigmes. Il faut juste être bien conscient que l'intelligence artificielle en entreprise, ça incarne un nouveau tournant radical. Je vous parlais tout à l'heure, certaines personnes parlent de l'invention de l'ampoule, mais c'est radical tant dans la disparition de certains emplois actuels, il ne faut pas se mentir, que dans la création de nouveaux jobs qui n'existent pas encore maintenant et pour lesquels il n'y a pas encore de cursus, mais que aussi dans la manière d'enseigner et l'agilité qui va être nécessaire dans l'apprentissage et dans le développement des individus. C'est plus simplement apprendre une matière, puisqu'on va avoir, on va en parler, une obsolescence de plus en plus rapide des compétences et des connaissances par rapport aux matières apprises. Ce n'est pas donc une expertise ou un métier, mais plutôt apprendre à apprendre. Et donc, on parle du rôle professionnel de l'homme, mais c'est toute la société qui est impactée par ce challenge. Et en même temps, quand vous regardez un petit peu ce qui sort dans la presse, on a l'Écho qui disait l'intelligence artificielle générative, c'est un game changer pour des actions technologiques, mais dans un sens plus large, pour le sentiment boursier. Mais pas que pour le sentiment boursier, mais on sait à quel point c'est important. Et en même temps, on a l'Organisation internationale du travail qui nous dit, en fait, l'intelligence artificielle, elle devrait compléter plutôt que détruire des emplois. Et je fais partie de ceux qui sont assez d'accord avec ce genre de postulat. Et si vous regardez, ce qui est intéressant, c'est quelle est la coopération qu'on va pouvoir mettre en place entre l'homme et l'intelligence artificielle. Et c'est tout le défi, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et quand on voit, je ne sais pas si vous avez vu ça, Kevin Pellerin, c'est un joueur qui était non classé dans les rangs professionnels et qui a réussi à battre un système d'intelligence artificielle avancé, le Katago. Et il a réussi à le faire parce qu'il s'est allié, lui, le support d'une intelligence artificielle en coopération. Et donc, ça veut dire que lui, son intelligence humaine non classée dans les rangs professionnels du jeu de Go,
plus une autre intelligence artificielle en coopération, et donc c'est la fameuse intelligence collective augmentée dont je vous parlais, a réussi à battre une intelligence artificielle qui était reconnue comme la super intelligence artificielle par rapport à ça. Et donc, c'est l'humain avec des outils d'intelligence artificielle peut dépasser les capacités d'une intelligence artificielle seule. Et ça, c'est l'enjeu. Comment on met en place ce nouveau type d'intelligence collective augmentée, cette espèce de partenariat avec cette forme de boucle d'apprentissage. Donc, les machines sont améliorées par les humains, par l'expérience, et les humains améliorent également l'effectivité de leur travail par les machines. Ça représente un défi, parce que pour que l'intelligence collective produise un résultat supérieur à la somme des QI d'un groupe, on a toujours dit qu'il faut différentes conditions. Il faut la présence de beaucoup d'intelligence sociale. On sait que la machine n'en a pas nécessairement. Une participation égale et en grande proportion de cette perception sociale. Et donc, le défi, c'est de conceptualiser aussi des machines qui travaillent optimalement avec les êtres humains, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Parce qu'en fait, l'être humain, il va être meilleur dans toute cette interaction flexible. Avec le monde réel, je vous disais, la machine n'a pas de sens commun. Le relationnel, les émotions, les innovations et la créativité, bref, ce fameux sens commun. Là où la machine est 1000 fois supérieure à nous dans l'analyse, la gestion, la mémorisation des données à une vitesse complètement fulgurante. Et en fait, on dit, oui, il y a des métiers qui vont disparaître, etc. Il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. Oui, bien entendu, il y a des nouveaux métiers qui vont être créés. Certains métiers vont également être complètement repris par l'intelligence artificielle. Mais de manière générale et globale, on ne sera pas face à des métiers pour l'intelligence artificielle et des métiers pour les êtres humains. Il va plutôt s'agir d'une répartition des tâches pour optimaliser ce que chacun fait le mieux et essayer d'en dégager une plus-value globale réelle. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. J'ai demandé à ChatGPT, pour le fun, c'est toujours rigolo, ce que lui en pensait de la répartition des meilleurs métiers et des meilleures tâches entre l'être humain et l'intelligence artificielle. Et il me répond, il n'y a pas de répartition idéale unique entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, car ça dépend de nombreux facteurs tels que la complexité de la tâche, les limites de l'intelligence artificielle et les préférences des individus et des organisations. Cependant, en général, une répartition idéale pourrait impliquer que l'intelligence artificielle aide les humains en effectuant des tâches routinières, répétitives et potentiellement dangereuses, tout en laissant aux humains les tâches qui nécessitent de la créativité, de l'empathie et de la décision humaine. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour effectuer des diagnostics médicaux, des analyses de données complexes, conduire des véhicules, tandis que les médecins, les analystes et les conducteurs peuvent utiliser les résultats de l'IA pour prendre des décisions éclairées, traiter les patients, les clients et les passagers avec soin et compassion. C'est assez amusant de dire ça, avec soin et compassion. Quand on voit vraiment qu'on entend la perte de sens par rapport au travail, le manque de relationnel dans le travail, dans une répartition idéale, l'IA et l'intelligence humaine travailleraient alors en tandem. Mais ça veut dire que l'IA doit être paramétrisée et prévue pour bien travailler avec l'humain, mais vous me voyez arriver. L'humain doit aussi apprendre à travailler correctement en tandem avec l'intelligence artificielle. Et quand on voit le nombre d'intelligences artificielles qui sort, j'ai envie de dire presque toutes les semaines, c'est quelque chose, on voit bien, qui va être un vrai défi. Et j'en arrive à l'obsolescence des compétences. J'ai été chercher différents chiffres. En 2023, on dit que 30% des 50 à 55 ans et 21% des 30 à 39 ans ont des compétences qui sont obsolètes. La durée de vie d'une compétence technique est passée de 30 ans en 1987 à 12 à 18 mois de nos jours. En conséquence des progrès technologiques, bien entendu, mais la moyenne est de 3 mois dans les métiers numériques. C'est assez hallucinant. Donc, un élève sort de haute école informatique où il a fait ingénieur en informatique, au bout de 3 mois, ce qu'il a appris est devenu obsolète. L'IFTF dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et donc, il y a un rôle fond des ressources humaines dans le cadre de l'essor de l'IA.
Parce que tout le défi, c'est d'apprendre à apprendre. Et donc, une mutation sociétale de l'enseignement est inévitable. L'arrivée de l'intelligence artificielle, les développements fulgurants rendent complètement obsolète l'accumulation de savoir pur et dur tel qu'on l'a toujours fait jusqu'à présent. Donc, le futur de l'humanité, il va reposer sur une compétence que l'être humain a maîtrisée de tout temps. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est ses capacités d'apprentissage continu, d'adaptation à son environnement et à l'évolution des défis rencontrés. Par contre, il faut l'aider parce que c'est plus ce qu'on fait depuis un certain temps. Mais ça veut concrètement dire également un espèce de basculement de la formation de quelques années d'université ou de haute école vers une formation continue tout au long de la carrière, avec un enjeu majeur pour tous les départements de LND, et pire encore pour les PME ou les TME et TPE qui ne possèdent pas ce type de département. Donc, comment on va mettre ça en place très concrètement? Alors, vous voyez bien, hein, je vous parle depuis tout à l'heure d'intégration, je vous parle de coopération, je vous parle d'intelligence artificielle augmentée, de transversalité, d'avoir accès à un maximum de data, du rôle de l'être humain, de l'amélioration continue, de l'apprentissage continu. Et en fait, l'intelligence artificielle en elle-même reprend un défi qui est un défi d'intégration. On a encore énormément de sociétés et d'organisations qui fonctionnent fort en silo. Et ici, avec l'intelligence artificielle, on a un défi d'intégration entre la stratégie organisationnelle, la stratégie digitale et la stratégie RH. Et ça, c'est complètement nouveau. Si, bien entendu, la stratégie RH et la stratégie digitale sont déjà fort imbriquées, il y a beaucoup de liens, on le sait, hein. Quand on implémente de nouvelles technologies, il y a d'abord comment on a analysé, défini les nouveaux processus, comment on a garanti l'apprentissage, l'implémentation, l'accompagnement du changement par rapport à ça, quelles sont les couches de digitalisation qu'on va mettre là-dessus, et puis comment on va former les collaborateurs pour qu'ils soient le plus à l'aise possible par rapport à l'utilisation de cette nouvelle digitalisation. Et donc, on a toujours ce côté rôle et responsabilité, formation, accompagnement du changement qui sont très présents. Et ici, avec l'intelligence artificielle, on a une couche supplémentaire et complémentaire, c'est la vision stratégique de l'organisation. Et donc, pour assurer une implémentation en organisation qui soit la plus efficace et la plus cohérente possible quand on veut implémenter une intelligence artificielle, il y a vraiment idéalement ce travail de prise de recul, de réflexion par rapport à quelle est la raison d'être de mon entreprise, quelle est la vision stratégique que je souhaite développer. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil de soutien et de support, mais à l'atteinte d'une stratégie professionnelle globale. Ce n'est pas juste un outil qu'on va utiliser parce que, youpi, je suis directeur informatique, j'ai été à une conférence, on m'a montré un super outil pour analyser des datas pour la facturation et je pense que mon CFO va être super content et donc on va acheter ça, ça va être bien. L'idée, c'est vraiment, mais OK, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ce genre de choses? Et alors, ici, j'ai le modèle stratégique de Porter. Il y a plein de modèles stratégiques, il y en a plein sur le marché. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. J'aime bien celui-là parce que il est simple, il est assez facile. C'est de dire, par rapport à mon marché, est-ce que j'ai des cibles larges ou des cibles étroites? Est-ce que j'ai envie de développer une stratégie de réduction de coûts? Ou est-ce que j'ai envie de développer une stratégie de différenciation, offrir d'autres choses à mes clients par rapport à mon marché? Et avoir déjà fait cette réflexion, ce positionnement stratégique, il est franchement fondamental. Et je vais vous donner quelques exemples. Avec cette stratégie, vous allez pouvoir conscientiser les impacts. Alors, ici, je vais vous reprendre quelques exemples issus du milieu hospitalier. Parce qu'on connaît tous ce milieu-là. Souvent, il est vrai plutôt en tant que patient qu'en tant que médecin et infirmière, mais ils sont assez parlants. Par exemple, vous allez décider de mettre des robots à l'accueil. Il y a des hôpitaux en Belgique, sur Liège notamment, qui ont investi dans cette intelligence artificielle. On va mettre des robots d'accueil hospitalier, mais vous pouvez le faire soit pour réduire le personnel à l'accueil, et là, vous avez une stratégie de réduction de coûts, ou
Vous allez les rediriger vers des tâches plus relationnelles. Vous avez des petits robots à l'accueil qui vous accueillent, qui vous disent la météo du jour, qui vous demandent où vous avez rendez-vous, qui vous expliquent quelle route vous devez prendre ou qui vous accompagnent. Et il y a des petits pop-up qui vont arriver à gauche, à droite avec voilà le menu du jour à la cafétéria, etc. Et donc, on est vraiment dans un échange. Et là, on voit bien, on a une stratégie de différenciation parce que le personnel d'accueil est toujours là, mais ces petits robots apportent un petit plus un peu plus ludique, un petit peu personnalisé, qui fait que le patient se sent moins seul. Ou vous avez des robots qui sont utilisés, et c'est les mêmes robots, c'est la même intelligence artificielle, qui sont utilisés en kiné, dans tout ce qui est revalidation, pour dégager des tâches répétitives. Donc là, on a à la fois une stratégie de coût et une stratégie de différenciation. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir 10 kinés qui s'occupent de la revalidation, on va avoir 3 kinés qui supervisent le tout, et puis des petits robots qui sont près des patients et qui montrent un petit peu le mouvement répétitif. Et en même temps, il y a le côté ludique aussi. Ou alors, il y a des robots qui sont utilisés parfois comme mascottes dans des départements de pédiatrie ou des départements de gériatrie avec une stratégie de différenciation, tout simplement pour assurer le relationnel avec les personnes plus âgées qui n'ont pas toujours de visite ou avec les enfants. Je me souviens d'un hôpital où un robot de pédiatrie avait été complètement décoré par les enfants. Donc, il l'avait grimé, il l'avait peint, etc. C'était assez rigolo. Et c'était un robot qui chantait des chansons, qui racontait des histoires. Et, enfin, il y a moyen de faire tout ce qu'on veut, mais c'est la même intelligence artificielle. Et donc, vous voyez bien se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette intelligence artificielle? Parce que c'est ce qui va permettre après de se dire, on va mettre un focus sur nos processus métiers prioritaires. Et donc, est-ce que nos processus métiers, c'est un processus prio, c'est un processus comptable ou financier? Il y a plein d'intelligences artificielles qui existent là-dedans et qui permettent d'améliorer la maturité de gestion des coûts, de diminution des coûts, d'avoir énormément de data par rapport à ça. Ou est-ce que moi, mon processus métier prioritaire, ça va être mon accompagnement des patients? Et donc, je veux restaurer vraiment à côté du soigner la notion de prendre soin. Ou est-ce que je veux diminuer la charge de travail du personnel infirmier ou des kinés, comme on l'a vu? Et donc, c'est vraiment d'abord prendre du recul, faire un petit peu ce que les philosophes d'entreprise français dont on parlait cette semaine réalisent, cette prise de recul et de mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Quelle est la raison d'être de mon entreprise? Et donc, c'est reconnecter aussi ce que j'ai envie de faire avec cette intelligence artificielle. Quel sens j'y donne? Et sur base de ça, alors, on va avoir une stratégie digitale. Mais la stratégie digitale, elle va découler de la stratégie globale de l'entreprise. Et je discutais avec beaucoup de CIO, donc directeurs informatiques, qui me disaient c'est fatigant parce qu'en fait, comme l'intelligence artificielle, pour beaucoup de gens, c'est de l'informatique, alors c'est de l'ordre du départ. Et c'est nous qui devons venir avec coucou, voilà, on vous propose de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et en fait, nous, idéalement, notre stratégie digitale ou les propositions qu'on doit faire devraient pouvoir se calquer à une stratégie organisationnelle pensée et réfléchie. Et puis alors, après la stratégie digitale, on a la stratégie RH. On a la stratégie RH et ça va être ici un acteur franchement incontournable. Parce que vous l'avez vu, je parlais d'intelligence collective augmentée, je parlais de rôle et responsabilité, je parlais de répartition de tâches qui vont être autres, je parlais de accompagner le changement, je parlais de mentorer, je parlais de plein de choses qui sont vraiment des techniques RH, sachant aussi que on a cette obsolescence, mais on a parfois de la fracture numérique. Et donc, il y a un énorme rôle pour les ressources humaines. Et les départements ressources humaines n'ont pas toujours les outils, n'ont pas non plus toujours les compétences pour pouvoir faire face à ce changement de paradigme incroyable qui arrive en entreprise. Et donc, nous, chez Convidencia, on travaille beaucoup, évidemment, sur aide à la définition de votre stratégie d'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais alors, on va analyser aussi, mais comment, en fait, vous allez pouvoir implémenter ces intelligences artificielles dans votre entreprise. Et d'abord, on va se pencher sur la culture d'entreprise.
Déployer une intelligence artificielle, ça se fait de manière intelligente. Et à ce titre, notre retour d'expérience dans plus d'une centaine d'organisations, ça nous indique vraiment 3 clés pour assurer le maintien d'une cohérence entre la culture d'entreprise, les pratiques de l'entreprise et les conditions de vie. Et tout ça va permettre petit à petit de pouvoir implémenter un changement et une évolution. Et quand je parle de changement, je parle de transformation en fait. On est dans de la transformation avec une intelligence artificielle. Mais il est fondamental de tenir compte de la culture d'entreprise et de respecter les différentes étapes d'évolution, de ne pas arriver à balle de guerre avec quelque chose de nouveau. Et donc, il faut avoir une bonne grille de lecture. Nous, on utilise ce modèle qui est le modèle des valeurs dynamiques comme outil de diagnostic pour tracer petit à petit le meilleur chemin à suivre pour garantir l'obtention de succès. Après, on a l'importance du style de management et des gouvernances et des pratiques organisationnelles qui sont en place. Pourquoi? Parce que je vous disais, l'intelligence artificielle, par essence, elle est transversale. Et donc, avoir des gouvernances et des pratiques organisationnelles de silos, ben, c'est vraiment un frein notoire à l'utilisation optimale de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est peut-être parfois, il faut réfléchir à la mise en place d'une gouvernance qui soit beaucoup plus transversale, où on va avoir l'importance du management participatif et plus agile, la co-création, puisque je parlais tout à l'heure de intelligence collective augmentée, mais qu'est-ce qu'on met en place pour structurer cette intelligence collective augmentée et cette co-création? Et puis alors, on a l'importance de la gestion de projet aussi, mais comme on travaille, on l'a vu, on travaille avec des intelligences artificielles et des intelligences humaines, on travaille avec de la stratégie organisationnelle, on travaille avec de la stratégie digitale, on va travailler aussi avec de l'amélioration continue, des rôles et responsabilités, du changement, de la transformation. Et donc, nous avons l'habitude de travailler avec un modèle qui s'appelle Participe Agile et qui allie à la fois les bonnes pratiques de la dynamique participative et de l'intelligence collective et les bonnes pratiques de l'agilité, parce qu'on est dans un environnement complexe, on est dans un environnement incertain, et donc petit à petit, on va implémenter cette intelligence artificielle, ces nouveaux rôles, voir comment on accompagne l'être humain au mieux par rapport à ça. Et puis, on va parfois intervenir aussi sur la structure organisationnelle et voir dans quelle mesure cette structure organisationnelle est adaptée. Ici, il y en a quelques-unes qui sont représentées. Est-ce qu'on doit partir sur de la structure matricielle pour sortir d'une structure complètement pyramidale? Ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à une structure sociocratique? Mais où en est l'entreprise par rapport à ça et comment on va y arriver petit à petit? Mais il est clair que l'intelligence artificielle ne se satisfait pas d'une organisation pyramidale. Et l'intelligence artificielle, comme beaucoup d'autres choses qui sortent ces derniers temps, va être le vecteur de la sortie de ce type d'organisation très rigide. On va se retrouver au moins dans des organisations matricielles, au moins. Et typiquement, mais ce sont les organisations sociocratiques qui sont les plus malléables et les plus faciles par rapport à ces types d'intelligence artificielle. Alors, à ce stade, et avant de répondre à vos questions, j'ai 2 petits canevas de réflexion que je voulais vous soumettre. Donc par rapport à tout ce que je vous ai donné, et vous voyez un petit peu les différents enjeux et la complexité de la réflexion. Et le pire à faire avec l'intelligence artificielle, c'est d'être dans du yaka faucon et surtout d'essayer de refaire ce qu'on a toujours fait. D'essayer de faire rentrer cette étoile dans un carré en disant c'est très bien, on va faire de la méthodologie projet, on va faire du Prince2 et on va avoir un Gantt chart avec des milestones et on saura exactement, mais quand l'intelligence artificielle aura assez appris sur base de ces données, quand les êtres humains seront clairs par rapport à leur rôle et responsabilité, quand cette intelligence collective augmentée va pouvoir avoir lieu, vous vous rendez bien compte que ça ne marche pas comme ça. Et quand on va pouvoir former les êtres humains, et puis on les aura formés, et voilà, c'est très bien. On les aura envoyés en formation, ils vont revenir et on est bon pour 3 mois. Hein. Donc, vous voyez. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place très concrètement dans la nation
pour pouvoir assurer tous ces défis, et qui sont des défis organisationnels globaux, qui sont des défis informatiques, qui sont des défis en matière de gestion des ressources humaines. Vous voyez l'ampleur que ça prend. Et donc, on ne peut pas aborder cette problématique de l'intelligence artificielle sous juste le prisme RH ou juste le prisme informatique ou juste le prisme d'un comité de direction. Tout ça est entièrement et fondamentalement lié. Alors, ici, deux petits canevas de réflexion assez simples. Le premier, c'est bien sûr, il y a un axe purement intelligence artificielle, on pourrait dire. Mais vous allez voir que même là-dedans, de nouveau, c'est intriqué. C'est comment on va répartir les tâches entre l'intelligence artificielle et les êtres humains. Alors, c'est bien sûr en fonction du potentiel que pourrait développer l'intelligence artificielle et jusqu'où elle pourrait aller, mais c'est aussi en fonction du potentiel de vos ressources humaines et jusqu'où elles pourraient aller et jusqu'où vous voulez les mener. Et donc, on n'est plus vraiment dans cette notion de ressources humaines, on est dans cette notion de potentiel humain et comment on va pouvoir le développer par rapport à ça. Et puis alors, voilà, on va paramétriser l'intelligence artificielle et puis on va lui dire, voilà, on attend que tu fasses ça. Et puis, il faut qu'il y ait un contrôle de l'exécution correcte des tâches par l'intelligence artificielle, parce que je ne vous cache pas, les intelligences artificielles auto-apprenantes, au début, il faut qu'elles apprennent encore, quoi, hein. Donc, il faut vraiment contrôler l'exécution. Mais qui va contrôler l'exécution? Des intelligences humaines. Et donc, il y a tout un processus d'accompagnement aussi de l'implémentation de l'intelligence artificielle jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau correct. Donc, un processus de correction en cas de mauvaise exécution par rapport à cette intelligence artificielle. Ça doit être prévu aussi par les humains. Donc, vous voyez déjà tous les nouveaux rôles qui sont en train de se créer par rapport à ça. Et puis, ce n'est pas tout, parce qu'on va avoir un processus de correction, mais on se rend bien compte qu'il va y avoir une amélioration continue de l'exécution de ces tâches par l'intelligence artificielle. Et puis aussi, les problèmes éthiques éventuels et la mitigation de ces problématiques, parce que bien entendu, je vous ai dit, il y a des comités d'éthique internationale qui se réunissent, mais après, il y a votre organisation, votre entreprise, la manière dont elle met à disposition les données pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va gérer des relations avec les patients ou pas, par exemple pour un hôpital, ou même est-ce qu'elle va gérer des relations avec vos clients et comment et quel type de données et qu'est-ce que vous voulez en faire? Et donc, il faut être conscient qu'il y a toutes ces problématiques-là aussi qu'il va falloir aborder et on n'est pas toujours outillé pour ça non plus. Et puis alors, il y a l'axe des ressources humaines, du potentiel humain. Il va y avoir des nouveaux jobs. Alors, je vous donne des exemples ici. C'est rigolo, c'est des exemples qu'on trouve sur Internet. Alors, data planner de l'intelligence artificielle. Et donc, ça veut dire quelqu'un qui va être chargé de planifier les moments où on fait des releases de données pour que l'intelligence artificielle puisse apprendre. Le AI Whisperer, donc celui qui murmure à l'oreille de l'intelligence artificielle. Tout simplement, c'est celui qui va aller corriger les problématiques que l'intelligence artificielle va générer pour permettre qu'elle devienne de plus en plus performante. Le Collective Intelligence Officer. Vous connaissez l'intelligence collective, mais l'intelligence collective augmentée, elle va demander aussi de savoir paramétrer un chat GPT, par exemple, de faire des prompts. On a déjà fait cet exercice, c'est rigolo. On a fait des mois à ta place. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit outil d'intelligence collective avec ChatGPT. Et donc, on l'a vraiment paramétré pour qu'il fasse partie de ce groupe d'intelligence collective, et donc intelligence collective augmentée avec les autres êtres humains. C'est assez chouette, ça donne des bons résultats. C'est marrant. Et donc, il va y avoir les formations, l'amélioration continue, mais ça, vous avez compris mon point depuis que je vous en parle. Et puis, différents contenus du job. Donc, ça veut dire que quelqu'un que vous aurez engagé pour un job particulier, son job va évoluer petit à petit et parfois en fonction de son appétence, certainement en fonction de son potentiel. Et donc, vous allez vous retrouver parfois coincé dans des fiches fonctions qui ne sont plus représentatives de la réalité. Mais si on continue à travailler avec des fiches fonctions lourdes, longues, vous imaginez chaque fois le travail de dingue s'il faut revoir chaque fois toutes les fiches fonctions dans la virgule et dans le point en fonction de jobs qui vont continuellement pouvoir évoluer. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce que ce sont des principes plutôt holarchiques où on a de définition, de raison d'être, de rôle, de certaines responsabilités? Comment on fonctionne pour apporter de la souplesse et de l'agilité dans nos ressources humaines? Et alors, bien entendu, il faudra dégager un accompagnement adéquat
qu'on n'a pas toujours maintenant. Tout le monde n'a pas toujours une batterie d'HRBP qui sont aussi formés en gestion du changement. Et donc, pour conclure, et comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions, vous l'avez compris, l'accompagnement du changement, il est fondamental qu'il soit sous la responsabilité d'internes ou d'externes, et pas que par Convidencia, bien entendu. Mais l'intelligence artificielle, elle est par essence transversale, cross-départementale, cross-processus. Donc, l'implémentation d'une intelligence artificielle, indépendamment de la répartition des tâches et du design de nouveaux processus, ça peut impacter potentiellement la structure de l'entreprise, son style de management et jusqu'à sa culture. Et ça va faire de l'entreprise un vrai facteur différentiel. Et donc, quand je vous parlais de l'invention de l'ampoule, je pense qu'on n'est pas loin de tout ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ingrid. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je m'en fais le relais. Peut-être, Ingrid, par rapport à ce que tu as dit, juste parce que comme tu as posé des questions au tout début, ce qui est ressorti dans le chat finalement par rapport aux éventuelles inquiétudes, c'était principalement des questions d'éthique et de limites. Mais bon, tu en as parlé d'ailleurs par la suite. Nombreux sont ceux qui utilisent déjà ChatGPT. Il y a eu des mains levées et des oui dans le chat. Et dans le chat, c'est principalement des partages de ressources dont un participant disait que lui, il utilisait par exemple Mistral, qui était peut-être une alternative européenne à ChatGPT. Voilà, je ne sais pas si tu as un avis sur la question. Et alors, peut-être en attendant, Ingrid, que les questions arrivent éventuellement dans le chat, moi j'en avais une. En tant que RH dans une entreprise ou une personne qui joue ce rôle-là, hein, parce qu'on associe souvent les dimensions humaines au rôle RH, mais on sait bien qu'en Wallonie, il y a énormément de gens qui jouent ce rôle-là sans forcément avoir un titre de fonction en qualité d'RH. Si tu pouvais donner un conseil très, très pratique, parce que tu as transmis énormément de choses, des grilles de lecture qui vont pouvoir structurer et guider la réflexion, quel serait, si demain ou cet après-midi, ils rentrent dans leur entreprise après tout ce que tu as dit, quelle serait la première action concrète qu'ils pourraient déjà mener aujourd'hui? Quel serait le premier pas à faire selon toi? Le premier pas, ça serait vraiment de se faire l'ambassadeur et le porte-parole du rôle des RH par rapport à cette intelligence artificielle. Parce que je pense que très souvent, quand on aborde la problématique dans les organisations, c'est encore trop souvent sous le prisme de l'informatique pure. Parce que, voilà, l'intelligence artificielle, pour beaucoup de gens, ça fait partie des SI. Donc, on est dans de l'informatique et on se rend compte à quel point ici, on a un défi de coopération entre l'intelligence artificielle et l'être humain qui est fondamental. La deuxième chose, elle est liée, elle est très, très rapide, c'est dans les départements RH, il faut vraiment investir énormément dans tout ce qui est et formation continue et gestion du changement. Et gestion du changement, c'est-à-dire gestion de la transformation. Excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Vas-y, Ingrid, je te laisse reprendre. Voilà. La gestion du changement et de la gestion de la transformation, vraiment. Et typiquement, ça va demander d'utiliser des outils majeurs de culture, de structure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ce n'est pas de la gestion du changement à terme. D'accord, oui, je pense qu'il y a une personne qui est... Mais du coup, Ingrid, merci pour ce conseil. Et j'entends, il y a une question dans le chat, une question de Laurent qui dit, qu'entend-on exactement par l'intelligence artificielle? Une IA générative, ChatGPT, génération d'images, n'est pas la même chose qu'un algorithme de classification de patients, qui n'est pas non plus la même chose qu'un modèle prédictif de consommation future. Le terme intelligence artificielle n'est-il pas trop large pour ce qu'il contient? C'est un large débat. Je te laisse te lancer. Oui, c'est une très bonne question. En fait, l'intelligence artificielle, ça couvre tout ça à la fois. Et donc, c'est en gros tout ce qui pourrait ressembler à des capacités qui sont développées par l'être humain à la base. Et donc, on va se retrouver sur plein de choses. Et bien entendu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Parfois, on parle d'intelligence artificielle étroite et parfois, on parle d'intelligence artificielle très, très large. Et parfois, on va avoir juste des petites gestions de data
qui vont être beaucoup plus faciles, jusqu'à les intelligences artificielles dont on parlait tout à l'heure, et des agents conversationnels et bien d'autres choses qui peuvent être créées. Et on n'est pas dans les mêmes types d'intelligence artificielle, on n'est pas dans les mêmes types d'algorithmes. Néanmoins, on est dans ce besoin d'avoir accès à énormément de data, énormément de données. En fait, là où je dis énorme pour l'être humain qui est dans l'apprentissage continu, on a un défi énorme aussi pour l'intelligence artificielle, c'est la mise à disposition de ces données pour justement lui permettre d'apprendre un maximum pour être de plus en plus juste dans ses analyses et dans ses développements. Et donc, le défi, c'est un défi d'apprentissage. Et donc, c'est pour l'être humain continuer à apprendre, mais l'intelligence artificielle, c'est la paramétriser pour qu'elle puisse apprendre un maximum. Et ça, en général, on n'est pas mauvais là-dedans parce qu'on a des bons développeurs, mais une fois qu'on a fait ça, il faut lui donner à manger, j'ai envie de dire. Hein. Et donc, c'est l'accès à ce maximum de données qui va faire qu'on va avoir des intelligences artificielles qui seront de plus en plus pointues. D'accord. Alors, on a une question d'Oulad. D'ailleurs, on a une personne qui vient d'Agadir. Hein, j'ai lu ça dans le chat. Waouh! J'espère qu'il fait meilleur que chez moi, Agadir. D'après votre expérience, y a-t-il des implémentations de ChatGPT dans le privé, puis le public en Belgique? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y en a dans le privé, il y en a dans le public. Et en fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent ChatGPT. Alors, pour plein de choses. Hein. C'est parfois pour faire des offres commerciales. C'est assez rigolo. J'ai déjà vu ça. C'était assez marrant. C'est parfois aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, comme outil d'intelligence collective augmentée. Hein. Donc, on va faire participer ChatGPT à cet exercice. C'est pour faire des affiches, c'est pour rédiger des notes, c'est pour rédiger parfois des rapports. Donc, voilà. Alors, oui, dans le public, même chose. Hein, dans le public, on va se retrouver dans des SPF avec des fonctionnaires qui vont l'utiliser pour s'inspirer, pour faire des notes, pour faire des rapports. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Ah oui, j'ai même vu une utilisation de ChatGPT pour rédiger un appel d'offres. Oui, on l'utilise beaucoup dans tout ce qui est travail administratif, même pour les descriptifs de fonctions, pour l'appui de rédaction des mails, voilà, en termes de support. Maintenant, il faut faire attention aussi de ne pas limiter l'IA à ChatGPT. ChatGPT a ce site génial, c'est que ça a ouvert la réflexion et la discussion de l'IA au sein des entreprises et des administrations publiques. Donc ça, c'est super, mais c'est bien au-delà de ça. Mais ça a été l'opportunité, en tout cas, d'en parler et de s'en saisir. Alors, Monsieur Houbo, qui a partagé pas mal de ressources dans le chat, d'ailleurs, merci beaucoup, dit finalement, en parlant de l'intelligence artificielle, ce sont finalement des outils d'algorithmique complexes. C'est vrai que ça traduit une forme d'intelligence humaine qui est notre capacité à gérer de la data, comme tu l'expliquais très bien, mais que l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine est peut-être bien plus large que ça. Je pense aussi, et je ne sais pas, n'hésite pas à me contredire ou à me compléter, Ingrid, c'est que l'intelligence artificielle était un très mauvais terme sans doute au départ, puisque l'intelligence humaine elle-même n'a jamais été définie au préalable. Donc on dit qu'on imite une intelligence ou qu'on tente de l'imiter, quelque chose finalement qu'on n'a jamais vraiment, on n'a jamais trouvé d'accord sur finalement ce qu'était l'intelligence humaine en tant que telle. Donc voilà, on ne fait que dupliquer le flou, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ça qui rend les choses assez marrantes. Et en même temps, on est en train d'explorer plein de choses par rapport à ça. Et typiquement, on dit ah oui, mais l'intelligence artificielle ne ressent pas d'émotion. C'est vrai, jusqu'à présent, elle ne ressent absolument pas d'émotion. Donc, on a cette fameuse intelligence émotionnelle dont on parle et qu'on ne sait pas non plus fort définir. Mais néanmoins, on a des intelligences artificielles qui sont capables de reconnaître l'émotion chez l'être humain et de réagir par rapport à cette émotion de manière qui peut sembler empathique. Il faut savoir ça. Hein. Donc, ça existe déjà maintenant. Elles sont beaucoup utilisées de nouveau dans les hôpitaux, mais aussi dans les homes, dans des structures psychiatriques, etc. Donc, ce sont des intelligences artificielles qui vont, par exemple, envoyer un signal chez l'infirmière qui est de garde ou le soignant pour dire attention, le patient ne va pas bien. Parce qu'elle va définir que, en fonction de ce qu'elle voit, leur non-verbal, attente, machin, bazar, il y a une grosse émotion à ce moment-là. Et donc, elle va appeler
à la rescousse parce qu'elle est incapable d'empathie et elle le sait bien. Néanmoins, le ton de la voix de réponse, etc., de l'intelligence artificielle, mais tout ça est paramétré, hein, va donner un certain accompagnement. Donc oui, D'accord. oui, tu as Je raison, c'est pas propose défini. peut-être, merci. Comme il est 10h02, je propose peut-être de répondre à la dernière question avant de clôturer ce webinaire de Franck qui dit: le point de départ de la réflexion RH pourrait-elle être de ne plus penser la gestion des ressources humaines, mais la gestion humaine des ressources au sens large, IA, outils, ressources et collaborateurs? Je te laisse réagir, Ingrid. Ah ben, je ne peux dire que oui. Et c'est très bien formulé, merci beaucoup. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est prendre en fait, l'intelligence artificielle a ce potentiel énorme de mettre l'humain au centre. Mais comme ce n'est qu'un outil, bah, ça va dépendre de ce qu'on décidera d'en faire en tant qu'être humain aussi. Bah, je pense que c'est une très, très bonne conclusion. Je propose de rester sur cette belle conclusion pour terminer. Merci à tous d'avoir participé. Voilà. Et n'hésitez pas, si par après vous avez des questions, nous restons disponibles à l'agence pour y répondre ou en tout cas vous mettre en lien avec les experts pour que vous puissiez obtenir des réponses. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.